Bonjour à tous et bienvenue pour cette rencontre avec James Noël. Pour recontextualiser un peu cet événement, il s'inscrit donc sur le créneau et avec la participation active des inscrits au Café des idées, proposé et animé par Chloé Thomas, mais aussi dans le cadre du mois de la francophonie, tout au long duquel l'Alliance française de Turin a été et est heureuse de vous proposer de nombreux événements culturels. Pour revenir en quelques mots sur ce mois de mars très joyeux et riche en échanges, dont le dimanche 20 mars était la journée mondiale de la francophonie, Mélanie Leclerc et Djibril Morissette-Fan, deux BDistes, sont venus du Québec afin de discuter du processus de création et nous faire découvrir le monde de la bande dessinée. Nous avons aussi accueilli l'équipe italienne qui a traduit l'œuvre théâtre de Pierre de Marivaux. Et puis, plus récemment, nous avons proposé de nombreuses activités autour de la culture et de la littérature africaine, avec la venue d'un book truck africain, donc un camion de livres africains, avec des lectures de contes, un atelier kamishibai, une chorale, enfin bref, un programme très varié. L'Alliance française de Turin est donc ravie de voir rayonner avec tant de modes d'expression artistique et littéraire la langue française. Et sans plus attendre, je vous laisse avec la suite. Merci Justine. Oui, un mois de mars riche de rendez-vous pour ce mois de la francophonie. Alors, je vous propose de commencer tout de suite. Alors, James, je suis désolée, mais la diapositive est vraiment très petite. Je n'ai pas pu vraiment écrire toutes les choses. J'ai essayé un petit peu de centrer peut-être les choses voilà, hein, qui étaient peut-être les plus pertinentes aussi pour cette rencontre. Mais je vous laisse tout de suite la parole. Et je voulais un petit peu vous demander tout d'abord de vous présenter pour nous, voilà, pour nous représenter un petit peu toutes les choses que vous avez faites durant votre œuvre et votre carrière. Je laisse tout de suite la parole. Bonjour à tout le monde. Je vous remercie d'abord pour cette invitation à Turin. Je remercie spécialement Antonia, que j'ai eu l'honneur, l'occasion de rencontrer en République dominicaine. Et comment me présenter, c'est toujours difficile, un peu pompeux quand on commence à coucher un certain nombre de livres. Donc, c'est presque un peu gênant. Mais par contre, ce qui fait poème à moi, justement, c'est le pouvoir encore me présenter comme un poète vivant. Je pense que c'est ça qui la définition qui colle le mieux à mon tempérament, parce que nous sommes écrasés par des immenses écrivains qui nous nourrissent, soi-disant qui sont morts, mais qui sont plus présents que jamais. Donc du coup, voilà, être poète vivant, ça me plaît bien. Et de la mesure où ça me permet de faire des gammes dans différents domaines, de vibrer à la fois et dans la poésie, et de vibrer dans le roman, c'est-à-dire de faire mes gammes dans le roman maintenant, et de porter une revue, la revue Intranquillité, et une revue qui tremble, née au lendemain justement du tremblement de terre, et qui est au cœur justement du roman Belle Merveille. Et voilà, je suis un poète vivant né en 1978 à Hinche, une ville enclavée, une ville entourée de terre. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont nés à Hinche qui n'ont jamais vu la mer. Et je le précise parce que Haïti est présenté souvent comme une île, parce que c'est bien le cas. Eh bien, à travers cette île, il y a des gens qui n'ont jamais vu la mer. Et je pense que ça fait écho encore une fois à ma perception de poète vivant, parce que voilà, les sens n'arrêtent pas de trembler. Alors, merci beaucoup, Jeff, parce que c'est vrai que c'est une première question assez difficile, en effet. Comment se présenter, en effet, c'est toujours un petit peu compliqué. Et merci aussi par la transition,
parce que justement, pour commencer, on voulait un petit peu se concentrer finalement sur Haïti. Parce que Haïti, pour nous, Français, tout d'abord, c'est quelque chose qui nous paraît à la fois loin et proche, finalement. Et on est finalement peu conscient de qu'est-ce que c'est Haïti. Donc, on avait pensé tout d'abord faire un petit sondage, justement. Alors, on va essayer de le faire. Je vais essayer de faire partir le sondage. Est-ce que vous voyez apparaître tout d'abord une fenêtre sur vos écrans, sondage? Oui. Oui. Parfait. Alors, voici le sondage. Je vous laisse répondre à ces quelques questions. Questions donc d'introduction sur Haïti. Voilà, quelques questions pour en savoir plus finalement sur Haïti. N'hésitez pas à me dire quand vous avez répondu à ces 5 questions. Je vois déjà des votes apparaître. Parfait. Ne trichez pas, n'allez pas sur Google. Hein. Oui. Chloé, je t'ai envoyé la mienne. Est-ce que tu la vois? Alors, je ne sais pas qui m'a envoyé, mais je vois déjà 4 personnes qui ont répondu, oui. Moi, j'ai écrit la réponse, mais bon, je ne sais pas du tout le problème, parce que ça n'arrive pas à l'envoyer. Bon. Alors, vous devez mettre peut-être submit à la fin, je ne sais pas si vous voyez, pour valider vos questions et vos réponses, pardon. Voilà, je vois que tout de suite, beaucoup plus de votes. Bon. OK, parfait. J'essaye. Voilà, on est déjà à 11 personnes. C'est parfait. OK, tout le monde a répondu? Oui. Oui. Alors, mettre fin au vote. J'essaie. Voilà. Est-ce que vous voyez les résultats? Non. Qui a gagné? Non. Maintenant? Oui. OK. Voilà un petit peu vos réponses. Alors, il y a parfois des réponses, voilà, surtout les dernières, je vois. Est-ce que vous voulez un petit peu réagir à ces réponses, James? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur Haïti, donc? Je n'ai pas tellement envie de monter dans les sondages. Oui, non, en effet. Non, justement, je regarde les réponses là pour comprendre. Que dire? Parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est vrai. Je peux juste confirmer que c'est un pays montagneux. Exactement. Et à tel point que quand j'étais gosse, on faisait 14 heures de route. Je croyais qu'Haïti était aussi vaste que le ciel. Parce que pour aller d'un point à un autre, on mettait tellement de temps. C'est juste que les routes qui n'étaient pas bonnes. Quand j'ai compris voilà, que 27 km², ça fait à peu près la taille de la Belgique. Et la Belgique, là encore, est légèrement plus grande. Donc, j'ai compris qu'Haïti n'est pas si immense, sauf que ça fait partie des grandes Antilles, tout comme Cuba, l'Afrique dominicaine. Mais voilà, c'est une terre montagneuse et c'est l'ancienne colonie française, et pas n'importe laquelle, c'était la plus riche colonie française. Et ça veut dire, si en France, Haïti est mal connu, ce n'est pas le problème d'Haïti, c'est qu'il y a une anomalie. Et Haïti était la plus riche colonie française, c'est peut-être par nostalgie mal gérée, digérée, qu'on en est arrivé là, en termes de problématiques, des problèmes de l'histoire. Oui, en effet, c'était la 5e question. Quel surnom a été donné à Haïti? On parlait justement de perle des Antilles, comme vous le disiez. Donc, une terre très, très riche, en effet. Alors, j'arrête le sondage tout de suite. Voilà. Et est-ce que vous pourriez aussi, James, nous faire l'honneur donc de lire un petit passage de votre livre que vous avez donc sélectionné? Est-ce que vous pouvez nous dire quel passage déjà vous avez sélectionné?
C'est plutôt l'entrée en matière, le premier chapitre. Je ne sais pas si c'est le premier, mais vraiment, c'est l'amorce du livre. Et c'est la note sol. Le séisme en est au centre, la note sol. Papillon. Aucune ville ne saurait voler plus haut que ses vertiges. C'est moi, Bernard, qui te le dis. Papillon. Songe à l'histoire qui t'échappe à tire d'aile. Je vais tout de même te la raconter franco et cœur sur table, tout en me disant que c'est l'inverse qui aurait dû se produire. C'est toi le papillon qui vole plus haut que les vertiges, toi qui vole plus haut que les arbres, toi le papillon qui peut voir la montagne cachée derrière une autre montagne, derrière la montagne cachée encore d'autres montagnes. Papa Loco, tu as failli à ta mission d'esprit des lieux. L'esprit et les yeux qui voient l'ennemi arriver de l'autre côté de la montagne pour prévenir le peuple qu'un malheur s'apprête à frapper la ville dans ses frontons. Je sors aujourd'hui de ma coquille, tout doucement, comme la ville qui essaie de regarder la vie avancer en pointillé. Je ne t'accuse pas, ne t'accule pas, mais nos morts, nos remords restent sans pardon devant tes errements d'insectes trop tête en l'air. Que dis-je? Tu aurais dû venir d'un battement d'ailes pour nous raconter. J'aurais pris ma chaise basse pour t'écouter parler. Le pire a pris le meilleur en nous. Notre poésie est plombée dans la peur avec des ailes de Coriolan qui l'empêchent de voler. Maintenant, il ne nous reste que lourdeur et chape de plomb. Le papa des malheurs s'est abattu sur nous et a transformé la ville en capitale de la douleur. Papillon. Il y a un silence assourdissant de ta vie d'esprit, un silence en dents de scie, un non-dit, un blanc dans l'histoire. Papillon. Toute la ville sait que tu n'as rien vu venir. Notre monde bat de l'aile, tandis que toi, papillon, tu t'es enfui furtivement dans les trous noirs, je ne sais où. Plus personne désormais n'est condamné à être dupe de cette histoire. Merci. Merci. Ça, c'est vraiment le premier chapitre de votre œuvre Belle Merveille. Et certainement, quand les personnes ont lu en effet ce premier chapitre, voilà, c'est vraiment le premier chapitre, on a tout de suite été frappé non seulement par papillon, mais aussi par autre chose, papa loco, justement. On s'est demandé justement qu'est-ce que c'est ce papa loco. Et vous voyez dans la partie droite de la diapositive, ça c'est on va dire le préambule, vraiment ce qui précède vraiment ce premier chapitre. Et vous nous avez écrit justement Papa Loco, à la fois en créole et à la fois la traduction en français. Et vous nous dites que c'est un chant populaire d'Haïti, justement. Avec Justine, on s'est posé cette question en préparant justement cette rencontre. Et on s'est demandé finalement qu'est-ce que c'est Papa Loco. Alors peut-être juste avant de répondre à cette question, James, j'aurais aimé vous faire écouter un enregistrement d'une chanson de Toto Bicinte qui, vous nous l'avez dit, est vraiment un mythe en Haïti. Je vais essayer de vous faire écouter tout d'abord cette chanson. Vous allez me dire si vous entendez bien aussi. Hop. Il n'y a pas d'écho surtout. Alors. Est-ce que vous entendez bien? Oui? Oui. Parfait, c'est parfait. Je continue. Papa Loco, où c'est bon, où c'est l'aller, nous c'est papillon, la beauté, nous belle bayagoué.
Papa loco, c'est bon. Quoi pousser d'aller, nous c'est papillon, la beauté nouvelle, bah y'a et tout ça qui dit bien, j'aime la yé. Et tout ça qui dit malo, j'aime la yé. Papa loco, poussez boy, poussez d'aller, nous c'est papillon, la beauté nouvelle, bah y'a Papa loco, c'est bon, vous s'en allez, vous c'est papillon, la beauté nouvelle va y avoir. Papa loco, c'est bon, vous s'en allez, vous c'est papillon, la beauté nouvelle va y avoir. Et tout ça qui dit bien. Et tout ça qui dit malo, papa loco, poussez n'allez, poussez papillon, la beauté nouvelle va y Alors voilà un petit avant-goût. Je vous laisserai ensuite cliquer sur le lien si vous voulez écouter l'intégralité de cette musique. La question, donc la première question, si je puis dire, James, c'est finalement, qu'est-ce que c'est Papa Loco et aussi cette chanteuse mythique, vous nous l'avez dit, Toto Bissam, qu'est-ce qu'elle représente finalement en Haïti? D'abord, Papa Loco, c'est pas quelqu'un, c'est un loi, un esprit vaudou, du panthéon vaudou. Et vous savez que le vaudou est une religion qui compte justement je dirais une armée de Loa, Loa, L-O-A, d'esprit vaudou qui s'origine de l'ancien royaume de Dahomey, parce que nous, les Haïtiens, en grande partie, justement, nous venons du royaume de Dahomey, et justement, quand les colons, justement, ont fait des affaires avec des vendeurs, justement, d'Afrique, justement, qui va donner, justement, cette catastrophe inouïe dans l'histoire, justement, qui est l'esclavage, la traite négrière. En fait, les esclaves sont arrivés, mais ils sont arrivés aussi avec leurs croyances, ils sont arrivés avec leur religion. Donc c'est comme ça que le vaudou s'est expatrié et pour être transmué, transformé en Haïti pour devenir autre chose aussi, parce que c'est différentes tribus, différentes nations qui se rencontrent. Et donc, ça, ce qui va donner une symbiose, qui va devenir quelque chose d'hallucinant, pas seulement en termes de religion, mais en même temps, toute une proposition, que ce soit au niveau de la danse, au niveau des traditions, au niveau du chant. Donc, Papa Loco, justement, c'est un esprit de l'air et qui se manifeste souvent sous la forme du vent ou de papillon. Donc, je m'arrête au papillon, vite fait, d'un battement d'aile, je dirais, c'est parce que on parle de Belle Merveille, voilà, je parle d'une ville. La ville est un personnage central, la ville, pardon, un personnage central, et en l'occurrence, la ville de Port-au-Prince. Quand on va à Port-au-Prince, quand on prend un billet pour aller à Port-au-Prince par avion, eh bien, on voit l'initiale de la ville qui est PAP, donc ça fait pape. Et moi, par exemple, pour écrire ce roman, je pensais aux papillons, à Papa Loco, au séisme dont on a
pas eu des informations avant le séisme. C'est-à-dire, les esprits, ils sont là aussi pour annoncer une nouvelle, une catastrophe. Et là, on parle d'une ville qui, PAP, Port-au-Prince, qui s'est envolée comme un papillon en 35 secondes suite à un séisme. Et donc, du coup, commencer le roman Pap, 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 c'est pour parler de Port-au-Prince avec les battements d'ailes du papillon. Pour moi, Pap, 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 c'était tout mon roman. C'est ce que je voulais envoyer à un éditeur, sauf que ça ne faisait pas sérieux. Il fallait développer sur près de 200 pages pour que ce soit crédible. Et donc voilà, Papa Loco est central à travers le papillon. Et un esprit vaudou qui parle, un esprit de l'air qui parle, ouais. Donc Papa Loco, c'est ça en résumé. Et Toto Bissette, c'est une chanteuse métier comme j'ai appelé notre réunion hier pour préparer cette rencontre. Et c'est une chanteuse qui vient du théâtre. Et au fait, c'est important d'écouter Toto Bissette et avec cette voix extraordinaire, chargée de monde. Et en même temps, il y a des clés de Toto Bissette à voir absolument parce que elle charrie le vaudou dans toutes ses composantes artistiques et par sa manière de danser, sa manière de chanter. Et puis, elle, comme c'est une femme qui vient du théâtre, donc voilà, elle joue, elle porte tout ça à travers sa gestuelle, toute une grammaire de gestes extraordinaires. Toto Bissette est une femme passerelle, justement, qui fait vraiment le pont entre la tradition populaire et en même temps, sa vision élitiste en tant qu'artiste. C'est avant tout une artiste, une grande artiste qui vient du théâtre, et donc qui porte tout ça avec brio. Et c'est une figure mythique. Il y a des troupes en Haïti aujourd'hui qui portent le nom de Toto Bissette. Et sa fille, Milena, elle en a deux, mais l'une de ses filles dirige aujourd'hui le festival de jazz en Haïti avec son compagnon, Joël Woodmeyer. Et Toto Bissette est une figure très présente dans l'imaginaire haïtien pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle a fait pour le vaudou, et pour la musique, le théâtre, entre autres. Ok, alors voilà, on a commencé avec cette première chose de Papa Loco. Avec le groupe donc, du Café des Idées, on s'est aussi posé la question finalement du titre. Et tout d'abord, on a essayé de faire, on va dire, de tirer des grandes lignes de votre œuvre, James, et on a essayé de faire trois thèmes, on va dire. Le premier thème, on voulait parler un petit peu plus donc, de ce qu'on a appelé l'esprit d'Haïti. Alors, c'est un titre assez vague, hein, mais on voulait vraiment parler justement des traditions et parler de Toto Bissette, etc. Ça nous semblait pertinent pour parler justement des traditions d'Haïti et vraiment de cet esprit d'Haïti. Mais pour parler tout d'abord de votre titre, Belle Merveille, avec notre groupe donc, du Café des Idées, on a sélectionné un extrait finalement de votre œuvre que Carla va vous lire et on va essayer ensuite de poser une question concernant vraiment le titre donc, de votre œuvre. Alors, Carla, est-ce que tu nous entends? Oui, oui. Parfait. Est-ce que tu peux nous lire l'extrait que vous avez donc choisi? Très bien. D'abord, bonjour Joël et merci de cette rencontre. Alors, je vais lire un passage du livre qui nous a intrigués et donc et aussi assez étonnés. Alors, contre toute attente, ils utilisent Belle Merveille pour nommer une catastrophe, pour baptiser à la fois le people, le bling-bling et l'horreur.
Les partisans de la merveille crient au secours. Ils dénoncent le scandale et le mensonge gros comme une maison. Mais les propagateurs d'outrage et d'ouragans persistent et signent. Un accident de voiture sur la route de Léogane. 3 morts, 6 blessés. Belle merveille. 2 avions s'envolent comme 2 moustiques dans la nature. Ils percutent un gratte-ciel à New York. 6000 morts. Belle merveille. Un homme d'affaires se fait attraper dans des histoires criminelles. Séquestration et kidnapping. Belle merveille. Un pont tombe sur la route 9. Oh, oh, belle merveille. Un incendie dans un hôtel à Pétionville. Un couple enflammé, retrouvé nu, brûlé vif. Belle merveille. Un jeune homme et une jeune femme s'exposent l'un dans l'autre, le sexe soudé dans le feu du désir, collés en plein débat sexuel comme des chiens. Ils hurlent, crient à l'aide. La scène se passe sur une brouette. Ruelle Chabannes, un des points névralgiques et populaires du centre-ville. Devant ce fait divers, l'humanité s'est réveillée choquée. Putain de belle merveille. Voilà. Ça, c'est voilà, un extrait qu'on avait que vous avez choisi, donc Carla et Grazia, pour parler justement de ce titre, vraiment, parce que le titre nous a un petit peu dérouté tout d'abord. Alors, Grazia, tu avais, je crois, une première question donc, à poser à James. Oui, bonjour James. Je précise que nous n'avons pas une véritable question à vous poser, mais plutôt une réflexion sur l'expression que vous avez utilisée comme titre de votre roman, c'est-à-dire « Belle merveille ». Et quand j'ai lu pour la première fois ce titre et je ne connaissais pas le contenu, l'ambiance du roman, j'ai tout de suite imaginé quelque chose de merveilleux, quelque chose qui, pour nous Européens, peut être défini justement une belle merveille. Alors, ce que nous a étonné en lisant les passages que ma collègue vient de lire, c'est l'explication que vous avez donnée, très, très claire avec des exemples. Et alors, c'est sur ce point-là que nous avons réfléchi, parce que les personnes, quand on lit ou entend les mots « belle merveille », s'attendent à quelque chose de positif, tandis que nous avons compris, et c'est ça sur le point sur lequel nous posons, si l'on peut dire, une question, nous avons compris qu'il s'agit d'une expression typique, mais qui revient à la fois à l'horreur et au sublime. Et alors, nous voulons vous demander si on a bien compris. C'est déjà bien. Très subtil de poser la question. Et c'est... Ouais, pour parler d'une histoire comme ça, une histoire aussi difficile, une histoire de tragédie, de drame, de catastrophe, 300 000 morts, et voilà, il faut bien passer à un titre, il fallait bien passer à un titre, mais en même temps, voilà, moi, mon titre n'était pas du tout Belle Merveille, c'était un titre secondaire, parce que je ne voyais pas ce titre, c'est un mot qu'on utilise très couramment en Haïti, c'est une expression usuelle, donc du coup, je ne pensais pas à cette expression qui me paraissait un peu, qui relevait pour moi un peu de la facilité. Et je vais vous faire une confidence qui ne l'est plus, nous sommes un certain nombre. Et mon titre au départ, c'était Pornoville. C'est-à-dire, pour parler d'une ville, et, pour parler de certains pays qui carrément, disons-le clairement, certains pays qui se font enculer par d'autres. Donc du coup, Pornoville, et pour moi, justement, parler de la déroute, de la banqueroute humanitaire, c'est ça qui résonnait. Et après, je me dis non, il ne faut pas rendre la mèche tout de suite, ou du moins se choquer tout de suite. Et c'est comme ça que Belle Merveille, au fur et à mesure, ce titre qui était là, qui était secondaire, et je me dis, tiens, finalement, mon roman ne parle
en tout cas pour moi, ne voulait pas camper le malheur d'emblée. Vraiment, c'était parler d'abord de la beauté et réussir en pari fou. Moi, en tant que poète, l'idée pour moi, c'est de ne pas traiter un sujet. Ça, c'est le travail du romancier. Mais le poète, il veut tout dire. En peu de mots. Il faut juste qu'il en ait les moyens, quoi. Et donc, du coup, je me dis, tiens, bon, misons sur la beauté, tout en racontant le malheur. Finalement, ce n'était pas un malheur. Mixons tous les malheurs du monde. Mixons le tremblement de terre, la dérive humanitaire, le choléra introduit par les Nations Unies, des scandales. Et si je réussis à mixer tout ça, eh bien, ce sera merveilleux. C'est-à-dire, si je mixe tout ça dans la joie, c'est-à-dire réussir à donner envie au lecteur, justement, de poursuivre, de lire, de faire jouir, c'est-à-dire réussir à prendre pied dans la chute. Si je réussis comme poète ce pari-là, ben c'est gagné. Et puis là, je me dis, tiens, le titre Belle Merveille, ben, il s'est imposé parce que ce qui nous étonne, nous, en Haïti, c'est pas ce qui relève de la raison. Et ce qui étonne en Haïti, je crois, c'est l'effet sûrement du vaudou. Et bien, c'est des choses qui nous étonnent. Des choses qui nous étonnent. Ce qui nous parle, c'est des choses qui nous effraient. Et des événements, un pont qui tombe, un pont qui tombe, une beauté qui passe aussi. C'est quelque chose, voilà, qui relève du merveilleux. Et donc, du coup, on dit belle merveille. Ça veut dire putain de bordel de merde. Ça veut dire purée. Ça veut dire. Donc, du coup, belle merveille, c'est une intonation. On voit, on dit belle merveille. On dit que c'est un pays, une nation de belles merveilles. C'est-à-dire une nation qui adore des choses surréalistes. C'est du surréalisme. Sauf qu'on vit ça au quotidien. On se shoot au merveilleux. Et le roman de Carpentier, le royaume de ce monde, justement, lui, qui est un grand chantre du réel merveilleux, eh bien, je choisis comme cadre Haïti. C'est-à-dire il y a cette ambiance-là. Ce pays où l'imaginaire a plus de poids que le réel. Donc, du coup, une nation de belles merveilles, eh bien, voilà, belles merveilles, c'est pour raconter à la fois l'extraordinaire et l'horreur. Donc, il y a les deux. Vous avez bien compris. Parfait, on est rassurés. Merci. Merci. Alors, justement, vous aviez dit, James, que bien sûr, le roman, le point de départ, vraiment, c'est le tremblement de terre. Mais dans le livre, sans faire trop de spoilers, hein, mais dans le livre, c'est finalement toute une succession finalement de catastrophes en fait dont vous parlez. Les catastrophes, justement, on a un petit peu travaillé justement sur ce thème avec un deuxième groupe de notre Café des idées. Et les catastrophes, voilà, c'est vraiment quelque chose de toute une série donc, de catastrophes qu'a subi Haïti qui sont exposées justement dans ce livre. Et une deuxième personne, donc Maria Luisa, voulait intervenir justement pour lire un second passage, un second extrait de votre livre qui parle justement de ces catastrophes. Alors, Maria Teresa, est-ce que tu nous entends bien? Oui. Oui, je vous entends. Alors, le deuxième passage, c'est tranche de vie que je vais dire. Alors, gros plan sur les malheurs, zoom et flèche sur les morts. Certains médecins n'ont encore cure de ce qu'ils appellent le serment des Hippocrates. Large sourire pour un selfie en compagnie de cadavres divisés, sectionnés et lambeux. Pose selfie avec des bras coupés.
pose ses filles avec des pieds ben chis, médecin de guerre appliqué par temps d'urgence. Faut faire court pour éviter les gangrènes. Cris dans les hôpitaux, hurlements dans les dispensaires improvisés. Vous m'avez coupé le domaine. Vous m'avez scié les deux jambes pour m'empêcher de partir. Passez de l'autre côté de la barre. Grâce à vous, je vais cesser de mourir. Merci à vous, cher docteur. Je vous souhaite une bonne route. Voilà, ça c'est un deuxième extrait percutant que vous avez écrit donc, dans votre œuvre et qui nous a fait beaucoup réfléchir, en effet, beaucoup de questions aussi presque existentielles. Non, ça s'est révélé finalement, cet atelier, un petit peu comme une session philosophique à un moment donné. Et Louisa voulait vous poser justement une autre question, James. Oui, bonjour James. Bonjour, Louisa. En lisant le passage, on était bien frappé par la catastrophe dans votre pays. Et à part l'ironie dont on s'est aperçu, on s'est posé la question vivre ou survivre. C'est-à-dire, il nous semble presque que la population arrive à espérer de survivre à ce qui vient d'arriver, de tomber du ciel. Mais comment est-ce que les Haïtiens peuvent aller à l'avant dans une situation si catastrophique? Qu'est-ce que vous aide? Où est-ce que vous trouvez la puissance, la force de vivre ou bien survivre à tout ça? Et moi, je dirais que l'être humain n'a pas le choix. C'est-à-dire, soit il crève ou il rêve. Et donc, avant même de parler d'Haïti, je pense qu'il y a ça. Je me souviens, tout de suite après le séisme, parce que j'étais là, j'ai vécu le séisme. Je le dis parce que c'est quelque chose qui marque pour toujours. Mais quelques secondes après, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose, on ne s'était pas entraîné, il n'y a pas eu de stage avant pour conditionner nos réflexes après. Il y a eu le séisme, tout de suite après, je vois des femmes, des hommes qui, avant même de commencer à échanger, à discuter sur ce qui vient de se produire, qui relevait de l'inédit, eh bien, les gens prenaient leur balai pour dépoussiérer leur maison, voilà, leur cour. Et c'est comme pour évacuer voilà, un mauvais esprit ou évacuer voilà, une mauvaise ambiance. Et c'est un réflexe. C'est un réflexe dans tout le pays, ou du moins ceux qui ont, voilà, ont été victimes, d'après les images, tout ça, c'est vraiment tout de suite, voilà, enlever, ouais, extraire des morts voilà, des décombres, et pour leur donner une forme de dignité, et les rhabiller, enlever le sang. Mais tout ça, c'est des réflexes, c'est-à-dire c'est des ressources et dont on ne soupçonnait pas avant. C'est-à-dire que c'est des choses qui arrivent comme ça. Donc, belle merveille, belle merveille. Waouh, c'est waouh, un truc comme ça. Je dis waouh, ben c'est ça. Mais c'est parce que c'est ça aussi, belle merveille. Donc, où est-ce qu'on trouve des ressources? Mais malheureusement, il faut des contextes comme ça. Et que ce soit des contextes de guerre, il faut peut-être attendre les bombardements pour savoir de quoi on est capable, des choses terribles qui arrivent. Et là, on arrive à se dépasser, se surpasser, s'outrepasser. Voilà, donc, c'est Haïti, bon, justement, il y a cette mémoire douloureuse liée à son histoire.
moi, je suis contre la résilience, hein, parce qu'il y a le mot qui est devenu très à la mode après le séisme. Et je vais dire pourquoi je suis un peu, entre guillemets, contre la résilience. Mais le fait d'avoir vécu 4 siècles d'esclavage, d'être sous le soleil, sous le fouet, pour travailler la terre au profit des colons pendant 4 siècles, sûrement ça fait ouais, ça crée une condition de résistance interne, justement par rapport au malheur. Et c'est peut-être pas heureux, c'est peut-être pas une bonne nouvelle, le fait d'accepter ou de se résigner. On sait que la vie est dure, on sait que la souffrance est de notre ADN. Et je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais il y a ça. On sait que, bon, ouais, la souffrance est là. La souffrance est là. Les malheurs sont monnaie courante. Donc, du coup, en attendant de mieux faire, de rêver mieux, de se frayer des sillons, eh bien, on va, voilà, il faut constamment sortir des décombres. Césaire qui écrit dans le cahier de retour au pays natal, encore une mer à traverser pour que je développe mes poumons. Et il y a tout le temps une mer à traverser, des dragons à tuer. Donc voilà, il y a ça. Il y a des peuples pour lesquels justement la souffrance est beaucoup plus récurrente ouais, que d'autres. Mais en même temps, chaque individu, écrire des merveilles, c'est une expérience comme ça. C'est-à-dire, de toute façon, chaque individu sur cette planète, chaque individu souffre trop. C'est-à-dire, en dehors d'Haïti, chaque individu souffre trop. Là, il y a des peuples qui souffrent beaucoup plus qu'un autre. Ouais. Mais par contre, il y a solo là pour chaque individu. Donc, c'est comme une invitation à une forme de sagesse, c'est-à-dire comment à la fois se regarder, prendre le poids de son malheur, tout en oubliant qu'on n'est pas seul au monde. Voilà, donc il y a ça. Et puis, Haïti, en même temps, ce n'est pas qu'une histoire de catastrophe et de souffrance. C'est-à-dire, malgré cette récurrence du malheur, du drame, maintenant, aujourd'hui, c'est le kidnapping qui est devenu industriel, c'est affreux, c'est innommable, c'est inédit en même temps, parce que c'est nouveau dans notre histoire. Malgré tout ça, ça ne crée pas nécessairement une communauté de souffrance à l'intérieur d'Haïti, dans la mesure où c'est un peuple qui adore jouir, qui adore vivre, qui rit de tout. Qui rit de tout. C'est-à-dire, en Haïti, là, je suis en France, je peux sortir dans la rue comme ça, je vois du monde dans la rue. Tu peux ne passer la journée sans rencontrer la joie. Tu peux passer ta journée sans rencontrer la joie. En Haïti, tu arrives en Haïti, ah ben, la joie te tombe dans les bras et d'emblée. C'est un truc de fou. Et c'est pas comme c'est pas la joie hystérique, la joie. La joie est présente dans les regards. J'ai vu ça à Calcutta en Inde, tout ça. Mais tout de suite, eh ben, tu vois vraiment qu'il y a une force de vivre, la rage de vivre. Il y a ça. C'est-à-dire, il faut bien extraire cette partie-là du pays. Il y a d'un côté la misère, appelons le misère, parce qu'en même temps, tu vas tomber sur la richesse d'un peuple.
en termes de vivier, justement, de vibration, de la joie, avec un appétit exceptionnel de vivre, quoi. C'est important de le rappeler. Et Belle Merveille répond à tout ça aussi. Parce qu'il y a vraiment cette pulsion, cette passion pour la vie. Et voilà. Et je parlais tout à l'heure de résilience. Et je trouve que le mot résilience, il y a un piège là-dedans. Ça peut exister, ça doit pouvoir exister, ça a toute sa raison d'être. Mais je trouve que le piège, c'est que dans des endroits de souffrance, on peut parler de l'Ukraine aujourd'hui, comme il y a la guerre, et le fait de tout de suite coller une étiquette de résilient à ce peuple, ou à des peuples qui souffrent, eh bien, ça nous console déjà, nous. Comme ça nous console, nous ne sommes pas obligés d'aller plus loin. Nous ne sommes pas obligés d'être davantage curieux pour comprendre ce qui se passe, quels sont vraiment les véritables enjeux. Ils sont résilients. Heureusement, ils sont résilients. Donc, je passe à autre chose. Et pour moi, justement, c'est un mot de naufrageur qui ne tient pas en compte, justement, des noyés qui sont derrière. Donc, voilà. Pour moi, justement, l'être humain n'a pas le choix. C'est-à-dire, il est confronté à des défis plus grands que lui, et il doit se battre. Soit il crève, ou il rêve. Et pardon, j'en profite pour rebondir justement sur à la fois ce que vous venez de dire, James, mais aussi sur la question, on va dire, de Louise, qui a utilisé le terme de ironie. Est-ce que vous diriez que dans votre œuvre, il y a de l'ironie, ou vous préféreriez peut-être un autre terme? Moi, il y a de l'ironie, mais pas que. C'est-à-dire, il y a... J'utilise tout. C'est-à-dire, en tant que poète, voilà, j'essaie de tout mettre dedans. C'est-à-dire, on peut même parler d'une forme de méchanceté, mais j'ai pas peur de ce mot. Il y a de l'ironie, mais en même temps, c'est un roman qui s'inspire beaucoup au niveau du langage, au niveau de l'écriture de Gouverneur de la Rosée, un roman emblématique d'Haïti, du grand poète et romancier Jacques Roumain, Gouverneur de la Rosée, justement qui écrivait ce roman paysan avec une langue extraordinaire, mais en souterrain, on entend la langue créole en souterrain. Or, c'est écrit en français. Et dans Belle Merveille, je voulais faire sentir la terre qui tremble, faire sentir la terre, la note sol, parler de Port-au-Prince, parler de la musique, parce que l'ironie du sort, l'ironie que je n'ai pas inventée, eh bien, un tremblement de terre, une catastrophe qui fait 300 000 morts, comme je l'ai vécu, ça, je me dis, tiens, qui va raconter ça si ce n'est pas nous-mêmes? Ou du moins, en Italie, vous l'avez aussi. Les tremblements de terre sont présents, récurrents, tout ça. Mais justement, cette ironie de voir une catastrophe qui arrive par la musique, c'est-à-dire le bruit d'un séisme, c'est quelque chose, comment dire, Mozart peut aller se rhabiller, Beethoven et tous les autres, Chopin, parce que cette symphonie-là, elle est inouïe de beauté. C'est ce qu'on a, les Haïtiens définissent par goudou, 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 le son du séisme, tout ça. C'est-à-dire, c'est tragique. En même temps, cette beauté-là, elle est ironique. C'est-à-dire, ce son-là, cette symphonie,
plus fort que Mozart, qu'est-ce que pourrait proposer Beethoven? Eh bien, justement. Et donc, il y a des passages comme ça, évidemment, c'est ironique. Et puis, on parle d'un peuple dont l'autodérision est le charme. Et il y a ça, je crois, aussi en Italie. En Haïti, voilà, l'autodérision, c'est un sport national. Et Ben vous, Merveille, ouais, ouais, présente tout ça, mais toute voile dehors, évidemment. vous avez parlé justement de musique, de musicalité, et c'est ce qu'on ressent en effet quand on lit. Avec le groupe justement du Café des Idées, on s'est dit, mais c'est un livre finalement qu'on pourrait lire vraiment à haute voix, vraiment, parce qu'il y a une musicalité qui vraiment nous a tout de suite, percuté, vraiment. Juste avant de parler justement de musicalité, pardon, je me suis surprise avec cette diapositive, mais c'est parfait pour la transition. Est-ce que vous pourriez un petit peu, James, nous parler justement de ce papillon? Vous en avez parlé tout d'abord dans le premier passage que vous avez lu en introduction. Vous avez parlé bien sûr de Papa Loco, mais aussi du papillon noir. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette image finalement du papillon noir et d'où elle vient? Oui, le papillon noir, dans la mythologie tout court, justement, c'est comme un messager de mauvais augure, le messager de la mort. Et donc, c'était tout à fait normal, justement, de prendre l'exemple de ce poète Coriolan-Ardouin, que tout le monde connaît, mais très peu, finalement, de lecteurs ont lu Coriolan-Ardouin. Il est une légende, Coriolan-Ardouin. Il est une légende pour ce qu'il a vécu, pour ce qu'il a connu. C'est une légende par rapport à sa vie, sa biographie, plus que pour ses poèmes. C'est très malheureux. C'est-à-dire, si un jour on parle de James Noel comme un poète un écrivain qui a vécu le séisme, et sans parler de pape, ça veut dire que c'est un poète qui est un peu gâché, échoué, foutu. Et Colin Ardouin, on le connaît pour sa courte vie, et puis voilà, qui se présente, voilà, parce que c'est en effet le cas. Le jour de sa naissance, un papillon noir est venu poser sur son berceau. Et puis, dans la chambre d'à côté, allongé comme un trait de son frère, mort, installé dans son cercueil. Donc, il est né comme ça. Le frère mort à côté et l'enfant qui pleure dans son berceau avec le papillon noir. Donc, et ça, tout le monde connaît Coriolan Ardouin de cette manière. Et en même temps, ça crée comme une forme de mauvais karma pour la poésie, la littérature, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas les poètes, ben, tout de suite, ils savent que les poètes, voilà, sont des gens qui sont condamnés à souffrir. Parce qu'il y a Coriolan Ardouin qui est passé par là. Et, parce que tout le monde connaît cette histoire de Coriolan Ardouin. Et voilà, donc du coup, c'est un peu cette figure-là. Donc c'était important pour moi justement d'utiliser Coriolan Ardouin pour mettre ce roman sous le sceau du papillon noir, parce qu'il s'agissait bien vraiment d'une situation inédite avec des morts en masse. Et puis, tout en prenant le parti pris, évidemment, de la beauté et de cette ville, envolée comme un papillon en 35 secondes. Et
si vous me permettez, et vraiment le pari fou, c'était vraiment de brasser tous ces malheurs-là, mais c'est-à-dire dans ce contexte de tremblement, à travers ces deux personnages, parce que c'est dommage de ne pas parler d'Amore et de Bernard, qui sont les protagonistes du roman, et qui s'aiment, et qui se sont rencontrés, qui se sont croisés vraiment les yeux dans les yeux pendant le séisme, et puis qui vont traverser tout le roman, l'univers de Belle Merveille, en faisant l'amour. Nous sommes dans un tremblement, dans le tremblement du corps amoureux et dans un contexte sismique. Oui, vous parlez justement de ce lien fort finalement avec l'Italie, et dans un certain chapitre, vous parlez de Rome, justement, de Rome, ville fontaine. Est-ce que vous pourriez nous dire, étant donné que vous avez vous aussi habité donc, en Italie pendant votre séjour à la Villa Médicis, est-ce que vous pourriez nous dire comment finalement vous avez pensé ce lien avec l'Italie dans votre roman? Comment est apparue finalement cette évidence presque de parler de l'Italie dans ce roman qui parle principalement finalement d'Haïti? Merci pour la question. Il y a eu plusieurs moments dans le roman. Il y a eu ma candidature d'abord. Avant mon expérience à Rome, il y a eu ma candidature pour la Villa Médicis. Et la proposition de candidature en tant qu'auteur, c'était de proposer un roman qui raconte cette histoire depuis l'Italie, pour parler de deux villes siamoises dans le malheur, qui seraient Pompéi et Port-au-Prince. Ça, c'était ma candidature pour entrer à la Villa Médicis. Donc, du coup, mon projet était sélectionné, j'ai passé le concours et voilà, j'ai fait l'expérience de Rome. Malheureusement, j'ai tellement fait la fête à Rome et je n'ai pas pu écrire ce roman. Je suis désolé, ça s'est passé comme ça. J'ai fait d'autres choses, hein. J'ai fait d'autres livres, La migration des murs, etc. Terminé une revue, bref. Et donc, du coup, je suis rentré en Haïti, je travaille sur le projet. Je me dis, tiens, ce ne sera pas un roman qui campe de ville, Pompéi et Port-au-Prince. D'ailleurs, quand je suis allé à Pompéi, ça ne m'a pas parlé comme je souhaitais. Et donc, le projet a pris un autre. Le projet s'est totalement transformé. Donc, j'avance dans le brouillard, dans le brouillon, dans mon brouillon. Et donc, du coup, j'oublie l'Italie. Sauf que dans la réalité de l'écriture, l'Italie s'est invitée tout naturellement. Et puis, c'était une chance inouïe. Quand un matin, c'était comme une révélation d'avoir un personnage amoré d'origine napolitaine et qui était là bien avant le séisme. Il faut dire aussi que j'en ai rencontré quelques-uns. Il y a des Italiens en Haïti, ils sont passionnés par Haïti, ceux qui sont là. Et aujourd'hui encore, malgré le kidnapping, on dirait qu'il y a carrément des amoureux du chaos aussi. Hein. Voilà, il y a. Quand j'ai trouvé ce personnage, voilà, mon roman a été sauvé parce que ça me paraissait un pari impossible de raconter autant de catastrophes. Et quand j'ai eu des corps puissants de beauté, de propositions de vie et de vibration, eh bien là, pour moi, mon roman était sauvé. Et donc, Amoré et Bernard, pour moi, justement, c'était, ouais, il y avait un grand magnétisme il y a un grand magnétisme qui les lie et
les avoirs pour traverser cette mauvaise passe, eh bien, voilà, c'était belle merveille, quoi. C'était ouais, une chance pour le créateur. Alors, pardon, je reviens au La thème. question sur mon expérience en Italie. Et donc, oui, il y a eu ce moment, justement, où Bernard quitte Haïti, invité par Amore à Rome. Donc, il y a une grande thérapie. Il passe par Paris, une grande thérapie dans un centre psychiatrique à Rome. Et là, chacun donne son expérience du séisme. Après, pourquoi l'Italie? Pourquoi? Ça aurait pu être ailleurs, ça aurait pu être n'importe où. Mais moi, je crois que voilà, c'est une année, évidemment, à Rome, peut-être en est la cause, hein, parce que j'ai vécu plein de choses en Italie, notamment par rapport à la gastronomie et les rencontres à la Villa Médicis, qui est comme un village, la villa. Et donc, du coup, c'est-à-dire, je pense que c'est, ouais, et puis mes lectures, je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi l'Italie. C'est difficile, je le reconnais comme question. C'est arrivé tout naturellement. C'est arrivé tout naturellement, et puis parce que j'ai pris goût à vivre là-bas, à vivre en Italie pendant une année. Donc, ouais, je ne peux pas dire, ah, voilà tel fait qui occasionne justement cette décision. Par contre, ouais, voilà, c'était comme une évidence. Après, est-ce que j'ai aimé l'Italie? Ah oui, je suis devenu un passionné ouais, de ce pays extraordinaire. Pas seulement Rome, comme ville, mais l'Italie par rapport à toutes ces villes qui ne se ressemblent pas et tous ces gens qui ne s'aiment pas nécessairement. Ouais, il y a quelque chose comme ça en Haïti, comme plusieurs pays dans le pays, et ouais, ça m'a beaucoup fasciné. Alors, on a parlé, vous avez parlé, James, de la musicalité. Et en effet, c'est ce qu'on ressent beaucoup dans ce livre. Quand on le lit, on se rend compte qu'il y a une certaine une fascination presque pour la musique. Et ça nous a frappé aussi avec le groupe. Et un troisième groupe, justement, a préparé un petit extrait à lire et une question pour vous sur ce thème un petit peu plus global de l'écriture et qui comprend justement le style, la musicalité, mais aussi les langues. Vous allez en parler juste après. Je crois que c'est Silvio qui voulait lire justement un extrait, un passage particulier. Est-ce que tu nous entends, Silvio? Je ne te vois plus. Bonjour, c'est. Voilà. Bonjour à toutes. Bonjour, James. Bonjour, Silvio. Alors, j'ai lu votre livre. Je viens de le terminer il y a quelques jours. Je l'aimais beaucoup. Bien que je dois avouer qu'en le commençant, j'ai eu des problèmes à le comprendre parce qu'il écrit dans un style très lyrique et très raffiné et pas facile à comprendre pour qui ne maîtrise pas bien la langue, moi d'abord. Mais je dois dire aussi qu'après quelques pages, j'ai compris que se laisser emporter, même sans comprendre tous les mots, c'est comme se retrouver tout à coup projeté dans une réalité inconnue, bouleversant, mais émouvant, plein de sentiments, et aussi écrit avec une ironie amère qui
parfois frise l'absurde. Hein. La magie du livre, c'est de traiter dans certains passages des sujets très profonds. La mort est un roue libre, c'est une phrase que j'ai lue dans le livre. Le pillage, le vandalisme, la rivalité entre les ONG et la mesquinerie de ceux qui essaient de profiter de la situation. Ceux qui sont définis dans le livre comme les oiseaux de proie ou les rapaces. Néanmoins, on y trouve un sentiment d'éternité, d'espoir dans les histoires des survivants qui nous sourit et qui fait bien à l'âme, car il exprime le concept que l'amour est la plus grande des impulsions naturelles et en tant qu'elle est la seule force qui a le pouvoir de nous sauver, même dans les plus grandes tragédies affectant notre monde. Certains chapitres semblent s'inspirer à une partition musicale, comme celui intitulé ONG, que c'est à page 24. Le début du chapitre est écrit dans un style particulier, beaucoup de mots répétés de manière obsessionnelle, qui résonnent comme des battements de tambour, ou comme le mot d'une triste mélodie que jadis on chantait devant le feu avant de s'endormir. Hein. Vous écrivez à page 24, je vais prendre page 24, la terre a tremblé à gauche, la terre a tremblé à droite. La ville a dégueulé tous ses gamelles et secoué dans ses entrailles, sol, la, si, do. Je n'avais pas de mots quand ça tremblait, je recevais la mort un musicien, je fredonnais. Autour de moi, j'écoutais se fracasser l'univers. Ma ville recevait les coupes en plein cœur, elle blondissait et voltigeait dans tous les sens. Elle tremblait jusqu'au vertige avant de craquer comme un fil dans le bras d'un brigand. Et puis, la ville a tremblé en haut, la ville a tremblé en bas, tout seul, le corps tremblant durant 35 secondes, le flux montait, la mer montait, c'est comme si la ville s'activait publiquement en s'envoyait en l'air. Quand la terre s'est mise à trembler, j'étais là, do, ré, mi, fa, sol, je menais encore ma petite musique, la terre tremblait, moi je fredonnais comme pour me donner l'air d'être là. Quand la manne du ciel est arrivée, je n'étais pas là pour recueillir les tiers du miette, alors que les dons tombaient en avalanche. L'aide dite internationale m'était, comme dire, interdite. Je la cherchais partout comme un amour. Je la cherchais dans les quartiers populaires, je la cherchais dans les bidonvilles, je la cherchais dans les hauteurs de la ville. Je suis même allé au marché en fer, mais je ne l'ai pas trouvé, ma putain de ration d'aide internationale. Et encore, plus avant, ONG, 3 lettres qui sonnent comme 3 coups sous la porte du malheur. ONG, 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 organisation non gouvernementale. Je trouve que ces phrases, qu'il y a de la musique dans ces phrases, non? Qu'on pourrait demander à un chanteur de rap, de musique moderne, d'écrire une musique et de la chanter. Je ne sais pas si vous avez pensé, ou si je vous donne l'idée. Mais très bonne idée, très bonne idée. C'est une bonne idée, oui. J'ai pas pensé du tout. J'y pense souvent quand j'écris des poèmes. D'abord pas mal avec des musiciens. Oui. Mais comme là, j'écrivais en prose, ou apparemment, donc du coup,
J'ai pas pensé, tout en sachant que c'est musical. Et Mais vous êtes musicienne aussi? Disons-le secrètement. Ah, bon, secrètement, d'accord. C'est-à-dire, la musique m'intéresse, mais comme j'ai des amis musiciens qui sont de vrais musiciens, je n'ose pas le dire parce que comme je suis poète, écrivain, mais genre, de ma salle de bain, je suis un chanteur, Paolo Conte inconnu, tu vois, dans ma salle de bain. D'accord. Mais là, franchement, c'est une invitation. Ouais, c'est la Terre qui m'invite à le faire. Comme il y a eu cette symphonie, cette musique inouïe qui accompagne la catastrophe, et je me dis, tiens, ce roman doit être musical parce qu'on parle du séisme, ça tremble, en même temps, il y a les notes, il y a la partition du son, la partition du sol, de la mort et du sexe, de la vie, de tout. Donc, qui constitue une caisse de résonance pour raconter tout ça, c'est-à-dire sans se priver évidemment de la musique. Il y a beaucoup de références musicales dans votre livre. Hein? Oui, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, oui, d'accord. Évidemment, c'est ce qu'on fait quand on n'a pas les moyens. On n'est pas musicien, mais on va faire de la musique quand même, et par la littérature, voilà. On parle aussi d'une danse haïtienne, dont je ne rappelle pas le nom. Yanvalou? Oui, peut-être, oui. Que Bernard va danser avec Amor. Le compas. Oui, c'est ça. Le compas, oui, ça se termine sur le compas. En fait, je ne me suis pas relu pour la rencontre. Donc, des fois, vous dites des choses et je me dis, tiens, je ne suis pas à jour. Mais à la fin du livre, il danse le compas, et pas n'importe quel compas, il danse le compas mamba. Ouais. Le compas, c'est le genre musical populaire, mais le plus populaire en Haïti. C'est-à-dire, tu arrives en Haïti, tu entends le compas partout, tout comme quand tu vas en République dominicaine, il y a le merengue ou la musique salsa. En Haïti, c'est le compas. Ou le tango en Argentine, oui. Ça. Oui. Mais on écoute mais à plein tube, tout de suite. Ça a explosé les tympans. Et puis, il y a les salles de compas qui se dansent dans le noir. Et puis, il y a plusieurs compas. Il y a différents types de compas. Et à la fin de Belle Merveille, c'est le compas mamba, inventé, créé par le musicien Coupé Cloué. Coupé Cloué, une légende du compas et le père du compas mamba. Et pourquoi le mamba? Le mamba, c'est quelque chose qu'on mange, qu'on met sur le pain, c'est du beurre d'arachide. Ça colle. Donc, le compas mamba, ça se danse collé, serré, dans le noir. Et donc, du coup, c'est ce qu'il dansait à la fin. Et puis, je tenais vraiment à rendre un hommage à Coupé Cloué. Justement, il y a cet hommage à Coupé Cloué à la fin du roman, pour voir qu'il y a l'autre pendant du musicien, parce que dans le contexte de Belle Merveille, nous avons comme président hyper présent Michel Martelly, et qui est lui-même un mythe du compas. C'est même le chanteur haïtien le plus populaire et qui est devenu président à la République, et propulsé par les Américains et les Occidentaux. Donc, du coup, c'est lui. Mais lui, par exemple, c'est un bandit, un voyou de grand chemin. C'est pas ma perception. Il se présente comme ça. C'est-à-dire que c'est lui-même, voilà, qui se présente comme un bandit légal, mais bien avant sa présidence, hein, et qui a comme modèle dans la musique Coupé Cloué. Sauf que là, pour moi, c'était important dans Belle Merveille
de parler de ce chanteur président aussi, dans le contexte, voilà. Et en même temps, la figure d'un artiste, ouais, paillard, ouais, ouais, avec un langage paillard et mais en même temps qui fait vraiment danser, qui est artiste, et qui fait rêver et qui est coupé cloué. Et donc du coup à la fin, voilà, rendre hommage à coupé cloué, c'était me faire plaisir. Parce que si vous allez sur Internet, vous faites couper cloué, vous allez tomber sur, voilà, sur la poésie. Il ne faisait pas des poèmes, mais j'entends par poésie la beauté qu'on peut trouver dans n'importe quel domaine, quoi. Et couper cloué à ça. Voilà, merci. Alors, je crois qu'Ornel avait une question justement sur cette thématique de l'écriture, du style, de la musicalité. Est-ce que tu nous entends, Ornel? Alors... Oui, pardon. Ah oui, ça y est. Le microphone. Bonjour James. Très petite question parce que c'est l'heure de terminer. Comment peut être définie votre œuvre Belle Merveille? Peut être définie un roman, une chronique journalistique ou peut-être seulement de la poésie en prose? Eh ben, tout ça, je dirais à côté de ça, on pourra parler de roman sismique. Un roman sismique avec des répliques. Pour moi, les passages courts sont des répliques. Ça veut dire que quand il y a un tremblement de terre, ça tremble évidemment. Et puis, quand ça s'arrête, on croit que c'est fini. Il y a les répliques et qui sont nombreuses et qui viennent pas seulement pour nous rappeler l'horreur du séisme majeur, principal, mais en même temps, ça fait des morts aussi. Ça fait des morts, ça tremble dans tous les sens. Et moi, un roman sismique, moi, ce serait le plus approprié pour parler de romans avec des gens qui s'aiment, qui font l'amour, et puis en même temps, à côté des pertes considérables en termes de maisons qui tombent et de morts. Donc voilà, et ça ne tremble pas que au niveau du sol, c'est le ciel qui se retrouve chaviré. Tout est qui se trouve renversé. Et voilà, je dirais un roman sismique, comme le cœur, ça bat. Merci. Alors, juste pour finir avec cette rencontre, dans un livre que j'ai lu en fait un petit peu par hasard en essayant de préparer une exposition, une visite guidée à une exposition, avec ce livre justement de Une femme en contre-jour, en fait, je suis restée un petit peu perplexe devant ce passage qui définit qu'est-ce que c'est écrire. Et en fait, avec Justine, on s'est un petit peu concerté, on s'est dit mais c'est incroyable dans cette définition de l'écriture par Gaëlle Josse, comment justement elle emploie des mots que l'on retrouve parfaitement et qui définissent justement votre œuvre. Est-ce que vous pourriez justement nous dire ce que vous pensez déjà tout d'abord de cette définition et quelle serait votre propre définition finalement de l'acte d'écriture, l'acte de création? Peut-être qu'écrire, comme tout acte de création, n'est rien d'autre que
J'arrive pas à tout lire. Attendez, je peux le lire peut-être, parce que pour moi aussi, je dois l'enlever. Voilà. Alors, pardon, hein, j'enlève de la lecture. Peut-être qu'écrire comme tout acte de création n'est rien d'autre que de marcher dans un tremblement de terre, le sol ouvert sous les pieds, d'avance dans les décombres, dans le dévasté, dans le feu et le bruit. C'est convoquer la mémoire des morts, appeler sur nous des lambeaux de notre histoire et de l'histoire de tous les hommes. C'est tenter de faire de tout ce vacillement œuvre de lumière, de jouissance, œuvre de merveille, d'en faire quelque chose qui dise à chacun de nous, au plus près de la pulsation de son sang dans ses veines, ce que fut cette vie, ce que nous y avons poursuivi et ce qu'il est advenu de nos rêves. Oui, c'est fort, c'est puissant. Et c'est l'occasion pour moi en même temps de dire que j'ai eu l'occasion, ouais, j'ai rencontré Gaël Josse et au Festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo en 2017, l'année de parution de Belle Merveille. Et on s'est très vite attendu parce qu'il y a eu un débat sur l'écriture, sur nos livres respectifs. Ce n'était pas celui-là, ça c'est un livre récent, je crois. Mais on s'était très bien attendu. Et c'est une artiste, je dis artiste parce que c'est le cas, que j'aime beaucoup. Et on s'entend très bien. Et j'avais lu, c'est fou, hein, j'avais lu Une femme en contre-jour il y a 1 an. C'est fou, je n'avais pas remarqué ça. Mais on était frappé par une espèce d'air de famille, parce que ça existe entre les gens, au niveau de nos styles respectifs, déjà dans cet échange de paroles au niveau de ce débat. On se dit, tiens, il y a un truc qui nous relie. Et moi, personnellement, ouais, ma vision sur l'écriture, c'est quelque chose qui change beaucoup en fonction de la météo. Et je suis un auteur qui n'a pas honte de se trahir. Parce que le monde n'arrête pas de changer. La couleur du jour, de la nuit, n'arrête pas de trembler, de bouger, de proposer de nouvelles nuances. Comment être à l'écoute de ce que le temps, la vie, et les choses nous disent pour juste accueillir, faire de son corps une piste d'atterrissage pour les différentes vibrations. Comment réussir à toucher l'intangible, dire l'ineffable, justement en étant poreux, en étant ouvert au souffle du monde. Ouais, donc du coup, ça nous fait changer, ça nous fait trembler. Et j'avais écrit, je me répète cette phrase, j'écris pour avoir de mes nouvelles. Mais finalement, je n'avais pas trop bien compris ce que ça voulait dire à l'époque. Parce que justement, là où ouais, d'autres veulent faire de l'écriture, justement, un sacerdoce. Moi, par exemple, ce qui m'importe dans la vie, c'est d'aller vers le poème, plus qu'écrire, plus que de réussir une page ou un poème, c'est d'aller vers et trouver la note qui colle. Et donc, du coup, comment s'améliorer, comment s'améliorer par l'écriture. Et c'est pas genre un secret de professionnel qui sait écrire. Pour moi, justement, tout être humain, et même les analphabètes, peut à travers des traces réussir à frayer un chemin. Justement, je trouve que
si l'écriture ne permet pas nécessairement de changer la planète, la création, mais je crois que écrire, tracer des routes ou des ratures, eh bien, ça nous permet, ça peut sauver le corps qui trace, le corps qui émet ce geste-là. Parce que quand on écrit, on se surprend. Et moi, par exemple, j'aime bien le fait de dire des choses et puis après, t'as honte comme si c'est pas toi qui l'avais écrit. C'est comme le passage lu tout à l'heure par vous, monsieur, j'ai oublié votre nom, désolé. Il y a le nom qui n'est plus affiché. Justement, c'est-à-dire, moi, j'aime bien l'idée d'écrire et puis après, on signe ce qu'on fait faute de modestie parce que c'est comme si ça nous échappe. Une parole qui nous échappe et qui nous apprend sur nous-mêmes. Donc, j'écris pour avoir de mes nouvelles, c'est un peu ça. Et puis, il y a une chance qu'on a, que je ne conseille pas, la chance de pouvoir déchirer ce qu'on fait. C'est-à-dire, ça peut être mauvais, c'est pas grave. On a la chance, la possibilité de garder ce qui est bon pour soi. C'est-à-dire, je vous dis, tiens, tel passage, ben tiens, ça tient la route, on garde. Et d'autres, des jours plus tard, on se dit, c'est mauvais, on peut les jeter dans une poubelle, c'est pas grave. Et ouais, voilà, l'écriture, c'est quelque chose qui m'allège, qui me débarrasse d'un poids pour devenir aussi léger que le papier, aussi léger qu'un papillon. Et tu te lèves, tu es misérable, tu es pauvre, t'es extrêmement pauvre parce qu'il y a un poids qui t'enterre debout. Tu es debout, mais tu es comme enterré. Tu te dis, mais d'où ça vient? Et puis, en creusant, en écrivant un poème, un mot, ou en pensant à quelqu'un qu'on n'a pas vu. Et puis, il y a le choc des mots, il y a une magie qui s'opère en soi. Belle merveille. On est délivré de fardeau d'être, de grandes difficultés. Et on se dit, tiens, mais la création, ça peut servir à quelque chose. Ça libère le corps qui émet le son, que ce soit par la musique ou par la peinture. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser la création seulement aux mains des artistes, aux mains des écrivains. Et parce que, voilà, ça c'est un outil puissant, justement, pour mieux vivre avec soi-même. Parce que nous sommes compliqués. Donc, la création nous permet de mieux se regarder, mieux écouter les autres en même temps. Et c'est pour ça que j'écris. Pour être heureux. Parfait. Alors, je vois déjà que l'heure tourne. Malheureusement, on aurait tellement de questions un petit peu à vous poser, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Le mot de la fin, c'est merci, tout simplement. Merci à James, bien sûr, d'avoir répondu à notre appel, d'avoir été présent, mais aussi disponible et flexible, parce qu'il a pris le temps aussi, bien sûr, de se rencontrer. On s'est rencontrés un petit peu avant pour préparer cette rencontre. Donc, merci, James, encore. Merci à vous. Merci. Merci aussi d'avoir écrit. Merci bien. C'est moi qui vous remercie. Merci, Antonia. Merci Antonia pour l'organisation. Merci en pile. Bon bagaille. La prochaine fois, ce sera un stage. En effet, on se l'est dit, un stage de créole haïtien pour pouvoir débattre. Ah oui. Ça, ce sera à faire également, à proposer. Mais très bonne animatrice. Bravo, Clara. Merci. Merci à vous, merci à tous. Nous avons donc enregistré
cette rencontre. Donc, je vous l'enverrai ensuite. Je vous enverrai bien sûr le PowerPoint si vous voulez revoir un petit peu tous ces extraits, toutes ces questions, etc. Avec les liens aussi, on a essayé avec Justine d'insérer des liens pour si vous avez l'envie d'approfondir. Voilà, merci encore.